Bonjour à tous, nous continuons sur notre séquence sur la confiance en soi. Aujourd'hui, je reçois Wendy Faure, qui est responsable régionale de la haute performance. Bonjour Wendy. Bonjour. Alors, toi, la question de la confiance en soi dans ton sport, ça se manifeste comment et à quoi toi tu es attentif? Alors, là où je suis attentif, c'est que alors moi, mon sport, c'est la savate boxe française. Là, nous, le point qui est important, c'est de se rendre compte que, bah, déjà notre sport, sur la partie, combat, on est en opposition ou confrontation directe avec l'adversaire qui cherche à mettre, hors combat. Donc du coup, respectivement l'un et l'autre. Ce qui fait qu'on a un danger qui est, important, lors de la compétition. Ça veut dire que souvent dans le combat, la question de l'arrêt de combat par KO, enfin non, par chute, comment ça se Ouais, le hors combat se symbolise de différentes manières. Mm, Soit c'est un hors combat, on va dire, de niveau, 1 où là, ben, c'est le boxeur est inconscient, mm, et l'arbitre compte. Ça peut être un hors combat qui est technique où, il va être touché par exemple, au foie. mm. Ou ça peut être, ben, un abandon du tireur, où on peut avoir aussi un arrêt de l'arbitre sur saignement. D'accord, parce que ça se joue pas toujours au point. Non, ça se joue pas toujours au point et l'objectif justement, lors des combats, c'est justement que ça se joue pas au point et qu'on arrive à terminer le combat avant le terme temporel. Donc il y a un côté mort subite très, très particulier et en Ouais. plus, tu parles de situations où il y a un danger, corporel, Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire que, en boxe, hein, mmh, sur la partie combat, on est vraiment sur un engagement physique où, on a vraiment une notion de rechercher, la dégradation, physique de l'adversaire, avec des stratégies de combat qui, par exemple, on va chercher à frapper dans les jambes mmh, pour diminuer la capacité d'appui au sol, qui va diminuer du coup la mobilité, qui va aussi diminuer la puissance des poings parce elle vient des appuis. mmh. Donc on a aussi ces stratégies qui est de dire on va impacter l'intégrité physique de l'adversaire pour pouvoir, gagner. OK, d'accord. Et donc pardon, je t'ai coupé, du point de vue de la confiance? Et du coup sur la confiance, on avait fait une étude, il y a quelques années sur les finales des championnats de France et on s'était rendu compte que ce qui était le plus corrélé à la quantité de coups puissants donnés, Mmh, c'était la qualité défensive, des boxeurs. mmh, Donc plus un tireur avait, une qualité défensive importante, plus il délivrait de coups puissants durant le combat. Donc ça met le point, où derrière quand on l'analyse, hein, on se dit: «Ça paraît évident» puisque le plus mes qualités défensives sont bonnes, plus j'ai confiance en ce que je fais, plus je vais pouvoir m'engager complètement dans l'affrontement et donc plus je m'engage, plus je vais être en capacité de délivrer des coups puissants qui, ces coups puissants, viennent derrière délivrer, ou arriver au hors combat. alors tu dis: «C'est logique et ça s'explique». Je suis d'accord, c'est aussi un peu contre-intuitif. On aurait pu penser que pour, donner des coups puissants, il faut savoir juste donner des coups Oui. puissants. Donc bon, le détour par la position défensive, elle saute pas aux yeux quand même. Non, non, ça saute pas forcément aux yeux, mais c'est vrai que dans cette notion-là, la notion de qualité défensive, fait que derrière on s'engage avec plus de sécurité, Mmh, dans le combat. Ce qui fait que plus de sécurité, plus d'engagement, mmh. et vu qu'on a besoin de s'engager pour pouvoir être performant, c'est vrai que sur ces notions-là, même si le lien, on va dire, au premier abord, c'est de se dire: «Bah, est-ce que je suis capable de frapper de manière Mmh. puissante?» Mais si derrière, à chaque fois que je vais frapper, je suis pas dans le bon timing, l'adversaire, me contre, parce qu'en fait, mes qualités, défensives ou mes qualités de préparation d'attaque sont pas bonnes, Mmh, ben, en fait, je me retrouve dans une situation où je n'arrive jamais à délivrer mes coups puissants. mmh. Donc la confiance se structure par le fait d'être en position d'être bien protégé, finalement, il y a quelque chose comme ça? Ouais, il y a cette notion-là. Alors après le bien protégé, ça peut être, puisqu'on est sur un sport d'affrontement, à contact, direct, hein, il y a cette notion qui est de dire, ben, soit protégé par le système de parade, hein, qui va être Mmh, de la protection avec les membres supérieurs, sur les coups ou par le phénomène d'esquive ou même par la notion de gestion de la distance, d'affrontement avec l'adversaire puisque, on est sur un sport à confrontation directe, ce qui veut dire qu'il faut arriver à rentrer dans la zone de l'adversaire pour le frapper sans, se faire frapper par l'adversaire quand on rentre dans ces zones-là.
tout en prenant en compte qu'en fonction de la taille des athlètes, la zone de frappe n'est pas la même si je suis plus grand que l'adversaire ou si je suis plus petit. Donc je dois aussi prendre en compte ma distance, moi, pour aller frapper, mais aussi la distance de l'adversaire. Et à travers le système défensif, on va prendre en compte sa capacité à se déplacer et à gérer cette zone d'affrontement avec l'adversaire, et en même temps, la capacité à s'organiser, à bloquer, à faire des parades dans le travail. Donc c'est vrai qu'on a ces deux notions-là. Alors on retrouve là des problématiques qu'on va voir en escrime par exemple, mais chez vous, il y a quand même cet aspect particulier qui est que, entre l'entraînement et la compétition, la mise en danger n'est pas du tout la même et donc la question d'être confiant sur ces situations compétitives est très importante. Oui, c'est vrai que dans la programmation, alors on a l'organisation sur différents combats qui vont nous permettre de pouvoir construire des situations d'entraînement technique, des situations d'entraînement technico-tactique en opposition à l'entraînement pour préparer les athlètes, les habituer à se préparer à des situations à travers des propositions, être capable d'être en échec, mais d'aller jusqu'à la réussite sur des différentes situations qui sont proposées avec un niveau d'intensité et de rapidité qui est plus ou moins important. On a en phase d'entraînement ce qu'on va appeler des assauts libres, donc qui vont être une situation réelle d'opposition avec puissance contrôlée. On a des situations de combat test qu'on met en place qui sont avec des protections plus importantes, mais on est quand même dans un environnement contrôlé, on va dire contrôlé dangereux. Donc c'est intense. Voilà, c'est intense. On peut avoir aussi des fois dans les combats tests des hors-combats, ça arrive. Mais par contre, on n'est encore pas dans la situation réelle de se retrouver en situation non protégée, dangereuse liée à ce que va faire l'adversaire, face à un adversaire que je connais ou je connais pas, mais c'est pas le même que si c'était quelqu'un à l'entraînement, et en même temps avec du public, avec la pression du résultat. Donc c'est vrai que l'expérience de pouvoir se préparer à ce qu'on retrouve en compétition, on a besoin de compétition pour s'y préparer. Donc ça va être des compétitions de préparation, mais c'est vrai que les athlètes, nous, on a peu de compétitions, qui fait que les athlètes ont peu d'opportunités de se préparer en situation réelle. Réel, oui, bien sûr. Donc là, c'est, on va dire de manière très générale, ça concerne un peu tous les athlètes. Oui, c'est Heu, tous les athlètes. Et puis, si je peux rebondir sur un dernier point, oui, c'est aussi sur l'aspect disponibilité. C'est-à-dire que dans ces notions d'opposition, de confrontation qui sont à un niveau où on arrive difficilement à reproduire le mmh, contexte, mais c'est pas parce qu'on a travaillé des choses dans un environnement contrôlé qu'on est en capacité de pouvoir ressortir ces mêmes éléments dans un environnement qui est compétitif réel. Donc, ce qui veut dire que ça pose aussi la question de rendre disponibles les ressources travaillées et développées à l'entraînement. Et ça, pour moi, on a besoin de compétition de préparation pour le réussir à le faire. oui, bien sûr, de toute façon, le transfert, sur la situation compétitive, il n'est jamais donné, hein, Mmh. c'est pour pouvoir, être bon dans ces situations-là, faut quand même en faire. Oui. C'est la seule solution. Et tu parlais, quand on préparait la capsule vidéo, d'aspects plus, individuels. Tu parlais d'un cas de figure particulier avec une athlète. Est-ce que tu peux nous rapporter ça, Oui. nous expliquer? Sur la notion de confiance en soi, par exemple, j'avais une athlète avec qui on préparait, enfin, il y a deux sujets qu'on évoquait. Le premier qui est une athlète sur la notion. Les athlètes vont boxer différemment en fonction, ils ont des profils plutôt Mmh. attaquants, plutôt contre-attaquants, plutôt, on va dire défenseurs qui vont boxer plutôt en phase de Mmh. riposte, donc se servir de ce que l'adversaire a fait pour boxer. Il y avait une athlète qui, était beaucoup en phase de profil attaque, à occuper l'espace, à boxer, Mmh. énormément, ne laissant pas l'opportunité à l'adversaire de boxer. Donc c'est des stratégies Bien sûr. aussi qui, des fois posent question sur la volonté de pouvoir frapper dans ce volume Mmh. important. Et c'est vrai que dans cette organisation-là, moi je m'étais retrouvé sur un combat, parce que j'avais la volonté de faire diminuer le volume en début de match pour aller, chercher à ce que ça frappe, un petit Plus, peu ouais. plus, au cours du match.
Et puis, une fois, j'ai dit: «Après tout, si elle a envie de partir vite», je lui ai dit: «Comment tu veux partir?» Et elle me dit: «Je veux que tu me laisses les 30 secondes, Mmh. je pars, j'ai envie d'y aller». Mmh. Bah, je lui ai dit: «OK, je te suis» et après, le deal, c'était de dire, à la fin de la première, derrière, on voit ce qui se passe et on réagit tactiquement en fonction, de ce que l'adversaire présente. Et c'est vrai que ça a mis l'adversaire dans une telle situation que l'adversaire est un peu sorti de son match, n'est pas arrivé à revenir, pour boxer en termes de ressources, un peu surpris par le débit, par la Mmh. quantité. Ce qui fait que, ça au final, le game plan qui était choisi, qui était de dire: «Ben, je pars à fond», Mmh. a mis l'adversaire dans une situation, où elle n'a jamais retrouvé la confiance pour aller reboxer. Mmh. Donc le match n'a pas été à son terme, heu et là typiquement, c'est, de se dire, je fais confiance à l'athlète qui, elle, a confiance sur le fait, de partir à fond dès le début. Oui et puis, être confiant dans cette situation d'adversité très particulière et de danger, c'est quelque chose de forcément complexe et subtil. Donc, il ne faut pas juste voir ça de manière rationnelle et planifiée et Mmh. organisée. Bien sûr que si elle utilisait moins d'énergie au début, elle en aurait plus à la fin, mais sauf que c'est trop complexe pour faire ça de manière purement rationnelle et forcément, il faut s'adapter aux caractéristiques, individuelles. Oui et puis c'est prendre aussi confiance. On est sur un projet où on accompagne les athlètes. Mmh. Si l'athlète se sent plus frustré au fait qu'on le retienne, plutôt que de dire: «Ben, oui, on part, sur la Mmh. première reprise de cette manière-là», ça inhibe toutes les questions de se dire: «Ben, comment je rentre dans mon match? Comment je le construis?» Je le construis en me faisant confiance et en me disant: «Je vais me lâcher, Mmh. et derrière ça va me libérer pour la suite du match» et au final, elle s'est libérée sur la suite du match, au contraire où l'adversaire, elle, s'est complètement crispée et n'a pas réussi à s'exprimer, étant un peu, surpris par ce profil, au début du combat. Oui, donc on lui fait confiance, elle se fait confiance et ça marche. Oui. OK. Et pour conclure, tu avais cité un 2e cas de figure, hein? Ouais, le deuxième cas de figure, c'était, alors par rapport à une athlète qui justement systématiquement quand elle faisait un exercice, hein, et qu'elle n'était pas en réussite, elle redémarrait complètement depuis le début et en fait, je m'étais rendu compte parce que, sur le pôle France, au départ, j'avais passé tous les athlètes avec le préparateur mental Mmh. sur un profilage, Mmh. des athlètes et sur ce profilage, j'avais remarqué qu'il y avait une catégorie, rumination qui était, importante chez Mmh. elle et en travaillant à la leçon sur ce point-là, en la questionnant, je me suis rendu compte que systématiquement, quand elle faisait un exercice, elle redémarrait tout à zéro, comme si tout était pas bon Mmh. et du coup, ça a été de la questionner en disant: «Mais si tu as réagi comme ça à un moment donné, c'est que tu as estimé qu'il y avait des choses qui étaient bonnes et on ne jette pas tout. C'est pas tout est bon et tout est pas bon. Donc c'est on change un critère, pour pouvoir être en phase de réussite et c'est vrai qu'en passant petit à petit de tout effacer à juste modifier un critère et petit à petit, on arrivait à débloquer certaines choses, qui ont fait que, par exemple, la jambe arrière se lâchait plus, le travail, sur les points était un peu plus engagé. On a pu travailler sur différentes situations de cadrage qui étaient sur un cadrage de fermeture d'espace de l'adversaire ou au contraire de suivi dans le cadrage, parce que du coup, on n'était pas à tout repartir à zéro Mmh. systématiquement et le fait qu'elle se fasse confiance en disant: tout ce que je fais, je ne peux pas, Mmh. être en réussite dès le départ, mais je vais juste changer un petit critère qui va faire que, petit à petit, je vais prendre en expérience, et puis l'entraînement, c'est aussi le laisser-erreur pour arriver à réussir et cette mise en confiance de l'athlète par rapport à ce qu'elle a fait a permis, de passer des Mmh. caps. C'est vraiment très important cet aspect-là dont tu parles. C'est quand même très courant cet aspect, en fait, reset. Il y a un truc qui va pas, je remets tout en cause, hem et donc je questionne tous les points. Ça m'empêche d'être performant en compétition, mais même à l'entraînement, ça finit par contaminer, en fait, Ouais. tout ce que je fais et j'essaye de changer plein de choses. C'est quand même un phénomène assez classique et je rumine avec un dialogue interne, négatif, sur le fait que je ne suis
pas au niveau, enfin je suis nulle, voilà. Hem, donc c'est très classique et donc faire ce travail, avec l'entraîneur à l'entraînement, c'est très fécond. Ça permet vraiment de replacer les choses, doucement mais sûrement et c'est rare que j'entende les entraîneurs en parler et donc je le remarque Mmh. particulièrement parce que ça fait partie typiquement d'un travail qu'on va faire en préparation mentale ou en psycho du sport, hein, mais ça peut se faire déjà, par l'entraîneur dans le contexte d'entraînement. Oui, puis c'est important vis-à-vis des athlètes. Moi, ce que je dis systématiquement aux athlètes, c'est pas grave si vous faites des erreurs, au contraire. Je préfère que vous fassiez les erreurs ici à l'entraînement. C'est toujours la notion de préparer un athlète, pour une échéance, de mettre des bases, parce qu'il y a quand même, des fondamentaux à respecter, au-delà de l'individualisation et des profils des boxeurs. Il y a des fondamentaux qu'il faut Mmh. respecter. Mais dans ces fondamentaux, il faut quand même réussir à ouvrir, les athlètes vers la créativité. Parce que je considère que l'athlète, le champion, c'est celui qui à un moment donné, est capable de faire le plus que peut-être l'entraîneur n'attend Mmh. pas à un instant T parce que lui, il l'a senti. Oui. Et pour qu'il puisse aller dans ce phénomène de faire le plus, parce que lui, il sait qu'à ce moment-là, il faut le Mmh. faire, il faut que un, il se fasse confiance et il faut surtout qu'il soit dans l'idée de tester. Qu'ils Et se sentent libres de le c'est faire, ça. Et c'est un peu complètement. cette notion d'apporter de la créativité chez Mmh. l'athlète, mais cette créativité, si systématiquement, dès qu'il fait une faute, on lui dit: «Ben non, stop, faut arrêter», Mmh. On éteint s ça, on oui, oui, éteint, on l'arrête. complètement. Et c'est toujours là, comment arriver à faire en sorte de conserver, allumer cette flamme de la créativité chez l'athlète, tout en l'amenant à respecter des fondamentaux qui le mettent en danger s'il ne Mmh. respecte pas. Et donc du coup, moi, ce que je leur dis, c'est, faites. Essayez, testez, trompez-vous, recommencez encore et petit à petit, vous allez sentir le bon moment, le bon feeling parce que toutes les situations sont différentes et quand on prend l'exemple, pour nous, par exemple, un fouetté qui a un coup de pied circulaire qui arrive, si on le fait médian, systématiquement, on leur dit, sur ce travail-là, vous pouvez travailler à passer, dessous en décalage, donc sur un pas sur le côté, Mmh. pour venir frapper la jambe d'appui pour créer un déséquilibre chez l'adversaire. Ben, ce phénomène-là, il faut sentir le timing, il faut sentir le fait de pousser, de à quel moment j'y vais, comment je m'engage, où est-ce que je décale mon pied pour pouvoir bien frapper avec la chaussure qui, nous, est réglementairement la seule zone Mmh. autorisée. On n'a pas le droit de Mmh. frapper avec les tibias. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à sentir. Mais ça, il faut que l'athlète, il le répète, il le sente, Il l'explore. il explore. Mmh. Et si systématiquement on est à lui dire: «Ben non, c'est pas bon», ben non, c'est pas, place plutôt ton pied ici, essaye un peu plus, en arrière, pivote un petit peu plus pour conserver ton équilibre, ne cherche pas à attendre pour bloquer, pour ensuite décaler parce que c'est trop tard. Mmh. Et c'est en lui donnant ces petits tests où derrière lui, il va se faire, ben, son propre fouetté en fait et trouver sa propre confiance dans le moment où il doit partir. Mmh. Ça, c'est le rôle de l'erreur dans l'apprentissage et c'est Oui, un grand sujet. OK, bah, merci beaucoup, Wendy merci. et à bientôt pour, boucler notre cycle sur la confiance en soi.